J'aimerais à présent vous dire, vous pouvez vous installer, mesdames, vous êtes peut-être un peu serrées contre moi, mais ça devrait aller. Donc j'aimerais donc dire quelques mots sur nos quatre magnifiques invités. Notre première invitée est styliste capillaire, artiste maquilleuse, directrice artistique. Elle s'appelle Nadine Mateki, ici présente. Elle nous est venue spécialement de Paris. On la surnomme l'orfèvre capillaire. Elle puise son inspiration dans sa double culture et en particulier de sa grand-mère qui lui a enseigné l'art de la coiffure dès l'âge de 8 ans. Elle lui rend hommage à chaque nouvelle création. Juliette va être sauvée. Il n'y a pas de mal? C'est bon. Ok. Alors, je cite pour... Ça va? Vous voulez que je m'arrête? Ah oui. Alors, donc, je cite, juste pour finir ma présentation de Nadine, donc, elle construit aujourd'hui des coupes comme autant d'échafaudages improbables, couronnes aériennes, colliers de cheveux, parures arachnéennes, cartes de l'Afrique tressées en s'appuyant sur des matériaux emblématiques comme le raffia ou les kauris. Donc vous aurez tout à l'heure l'occasion et l'immense honneur de découvrir en fait les deux sculptures capillaires qu'elle va nous faire en live. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir. Et puis, et ensuite notre deuxième invitée, donc elle est entrepreneure, elle est cofondatrice des salons de coiffure Tribu Urbaine, spécialisée dans les cheveux Hull-Autriche, présents à Lausanne et à Genève. Elle est aussi la vice-présidente de Mélanine Suisse et surtout, bien sûr, une femme extraordinaire, courageuse, visionnaire, qui voit les choses en grand. Après des études internationales, elle a travaillé dans l'univers des ONG, puis celui du luxe, des médias, du social. Donc il s'agit de Sylvie Makela, qui partagera avec nous sa vision, sa trajectoire et ses réflexions sur notre rapport aux cheveux. Notre troisième invitée est coordinatrice mondiale de la vaccination dans la division Migration et Santé au sein de l'Organisation internationale des migrations, avec à son actif plus de 15 ans d'expérience dans le cadre de missions internationales. Elle se dit fière de ses origines et de son identité et milite pour différentes causes autour des femmes, notamment dans l'association Je suis RD congolaise, que je salue au passage, n'est-ce pas, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et puis, il s'agit donc de Mireille Lemboidio, que je vous prie aussi d'applaudir très fort. Notre quatrième invitée, elle est architecte d'intérieur de formation, mais surtout elle est la fondatrice et présidente de l'association Nos Chemins Croisés, qui organise un magnifique festival que je vous invite aussi à découvrir cet été. Il s'agit de Maribel Kambila Kankwende et qui sera notre DJ aussi ce soir. Je cite, car je ne saurais mieux le dire, « Nos chemins croisés est un point de rencontre artistique, multidisciplinaire au sein d'un macrocosme culturel essentiellement issu des diasporas afro. Symbole du melting pot, figure de diversité, d'humanité, vectrice de création culturelle cosmopolite, interrogeant ses passés tout en écrivant le futur, Nos chemins croisés traduit la possibilité d'être d'un lieu et de tendre à l'universalité. » Voilà. Donc à présent, on va ouvrir le débat. Donc qui n'a jamais été confronté aux pressions sociales pour répondre à certains standards de beauté, que ce soit la minceur, le style vestimentaire, la coupe de cheveux, et puis la liste est longue. Certaines optent pour le défrisage, d'autres pour l'afro, les locks, les perruques. Certaines portent des faux ongles, certaines s'imposent des régimes, alors que d'autres militent contre le body shaming. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on parle d'aliénation? Est-ce que c'est un choix libre, pleinement affranchi du passé? Ancienne versus nouvelle génération. Donc, on ouvre la discussion. Elle doit rester ouverte. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse vraiment investir sa position. Et puis, l'essentiel, c'est vraiment de ne pas se juger, parce qu'en fait, on a toutes des trajectoires, des histoires, des expériences différentes. Et puis, l'idée, c'est vraiment de s'écouter et puis respecter les positions de chacun. Voilà, donc j'ouvre la table ronde. Voilà. Merci. Alors c'est moi ou c'est vous?
Non, vous pouvez y aller. Non. Comment Non, est-ce qu'on tu peux y aller? Oui, je peux y aller. On se tutoie. Alors, ton micro j'en ai. fonctionne. Ah oui, le mien fonctionne. Oh, l'habitude. Non. Ben, merci encore de me permettre de continuer à discuter. J'ai tellement de choses voilà, verser en vous, mais voilà, je dois rester raisonnable puisque le temps imparti est ce qu'il est. Mais non, je voulais, puisqu'on nous propose deux formules, il y a ce qu'on appelle une table ronde. Voilà, j'ai la maladie du chercheur, hein, définir les concepts. Donc, je suis allée chercher la définition d'une table ronde. C'est une réunion, conférence au cours de laquelle les participants discutent à égalité d'une question, d'un problème, en vue d'en arriver à un accord, à un consensus. Donc, ici, là, nous sommes à égalité et quand ça n'est pas le cas, vous nous rappelez à l'ordre. Et puis, on a un thème qui est très intéressant sur cette question-là, hein, la question de l'étiquette, des standards. La question de l'étiquette, c'est, une définition aussi, étiquette sociale. Donc, j'avais un diaporama à vous présenter sur l'étiquette sociale, surtout la signification sociale du défrisage. Peut-être que je pourrais verser quelques éléments dans la discussion. Définition de l'étiquette sociale. Là, ce sont des définitions sociologiques. Hein. Règles visant les formes extérieures du comportement dans des situations définies. Les groupes formalistes et les sociétés très hiérarchisées y attachent une grande importance. Des sanctions sont alors possibles en cas d'infraction. Et qu'est-ce que c'est qu'un comportement ? C'est une manière de se comporter extérieurement. Donc on est dans deux choses. Quand on parle de l'étiquette sociale, on n'est jamais vraiment dans soi. On est toujours dans le rapport à l'autre, donc dans la société, donc dans des formes de socialisation grâce auxquelles nous avons appris à nous comporter pour être intégrés au groupe, être acceptés de préférence. Vous comprenez les contraintes que l'esthétique occidentale a pu faire vivre, sentir donc au corps noir, puisqu'il a dû s'adapter à ça. Donc là, le thème dont nous avons à débattre, c'était quoi? Les contraintes réelles et symboliques du monde du travail. Non, c'est pas ça. Voilà, le thème est donné. Alors, comme nous sommes à égalité, je laisse les autres travailler aussi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons chacun une manière d'habiter les problématiques qui nous touchent. Dans notre environnement, nous pouvons être plus ou moins confrontés en relation avec des gens qui sont plus ou moins tolérants. À ce moment-là, nous ressentirons les contraintes moins durement. Il y a des environnements où certaines des nôtres ont à s'adapter à des milieux plus agressifs, voilà. Donc, les rapports qu'on aura à son corps, les efforts qu'on aura à faire pour s'intégrer, etc., seront évalués de manière plus ou moins subjective. Mais sociologiquement, ce n'est pas de cela qu'on tient, même si le discours de l'agent ou de l'acteur est important, sociologiquement, on tient compte de ce que représente cette réalité dans le rapport entre les gens, dans la société et dans les efforts que cela leur demande pour être intégrés gentiment ou dans la violence, peu importe. Donc, moi, je ne sais pas, je vous laisse vous exprimer et dire comment on arriverait à la fin à un consensus éventuellement. On espère. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors moi, heureusement, on me laisse commencer. Non, mais bon, vous comprendrez bien très rapidement, même si ça veut dire que vous portez un jugement sur moi, que je suis celle donc qui va représenter ce soir toutes les femmes qui ne sont pas dans cette salle, malheureusement. Si on regarde vraiment la couleur de la salle, on regarde la femme qui a justement, comme on dit, gardé ses cheveux à l'œil des autres, naturels, etc. Vous voyez que moi, je suis avec... j'ai beaucoup aimé. Alors, on a dit comme une parure de tête. Moi, je dis même couvre-chef, parce que je suis une chef. Donc, je suis contre la domination. Je suis dominante et non dominée. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on le retienne. Je cache sous ce couvre-chef,
mes antennes connectées au cosmos. Donc, parce que je suis passée à la fibre optique, hein, voilà, vous comprendrez. Mais non, blague à part, c'est vraiment juste pour vous dire, donc, oui, on peut souvent, juste par un seul coup d'œil, le faciès, c'est pas seulement les autres. Toutes les personnes ici qui ont à peu près, on va dire, les cheveux de cette nature-là, ne sont pas noires dans cette salle, pratiquement. Et pourquoi ? Parce qu'on a déjà un peu défini le message dans le sens, et on a pensé ne pas être naturel en venant ici à cause de ce message-là, se positionner face aux standards de beauté lorsqu'on est éloigné de sa nature. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour beaucoup, ça veut dire donc je ne suis pas naturel, je ne me vois pas dans ce débat-là. Je ne saurais pas comment me positionner, donc c'est pour ça qu'on a donné à quelqu'un comme moi qui a la bouche assez... qui peut peser facilement. Mais c'est dommage parce que je vois personne d'autre qui pourrait aussi apporter son point de vue ici. Et puis, donc, je vais porter un peu cet étendard très haut pour ces personnes-là. Alors, tu veux me couper déjà ? Oui, voilà. oui. Non, c'est comme ça. Non, j'aimerais prendre la parole pour dire que oui, peut-être que dans cette salle, il y a peu de personnes qui ressemblent à l'esthétique, au standard d'esthétique que tu représentes, mais que dans les médias, dans la vie publique, c'est une majorité. En fait, vraiment, c'est-à-dire que les Beyoncé, les Rihanna, les Michelle Obama, elles sont toutes dans le standard que tu représentes. Et en fait, c'est très compliqué, justement, pour celles qui souhaitent un autre standard et des espaces pour vivre cet autre standard, d'exister. Donc ici, en réalité, c'est un îlot de minorités. Je me sens encore plus seule, merci Sylvie. Non, mais tout ça pour dire, et puis je te remercie, parce que justement, je pense que cet écart-là, il est vu surtout chez les Noirs. De nouveau, ce que vous disiez tout à l'heure, cette séparation, on n'a pas d'unité. Même typiquement rien que dans le fait de traiter nos cheveux, comment on veut apparaître, pourquoi tu ne serais pas belle ? Tu es belle, magnifique même. Pourquoi je ne serais pas belle ? Je suis belle, magnifique. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi cette séparation, on sent cette séparation, et dans notre comportement de tous les jours, et même justement dans ce qu'on peut appeler le mouvement du retour au naturel, du retour. Je pense qu'on peut très bien cohabiter, déjà comme en toute unité, en étant. C'est vraiment dommage. Et ça, c'est vraiment la représentation de ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut s'isoler pour pouvoir parler de cette thématique-là qui devrait être justement à parler à tous les Noirs. Public. Voilà, public, exactement. Alors, moi, juste avant de vous laisser parler, j'ai envie de dire, quand nous sommes en sociologie, que nous travaillons sur le corps ou les habitudes sociales, la question de nature dans l'être humain, dans la société, n'existe pas. C'est une question, une manière, si vous voulez, encore une fois, d'essentialiser les problèmes, parce qu'aucun peuple n'a laissé son corps à l'état de nature. La question de l'esthétique de chacun, c'est pour ça que chez les Noirs, c'est un peu compliqué, parce qu'ils n'ont pas pu continuer à pratiquer une esthétique qui était celle qui était la leur. Mais chaque peuple à transformer, à travailler, à modifier son corps. Et donc, dans les travaux que j'ai menés, dans les livres que j'ai publiés, vous allez trouver aussi une approche des modes occidentales, des transformations que les blanches se sont fait subir, aussi au niveau de leurs cheveux. Donc, quand nous parlons de nature, et il faut que nous fassions attention parce que le retour au naturel, c'est aussi une manière de définir, parce que pour moi, les concepts sont très importants. Bon, je suis dans mon métier, et c'est ceux-là qui nous font toucher à notre réalité sociologique telle qu'elle est, dans sa complexité, et qui nous dirait aussi que nous n'avons pas à aller à partir en quête de je ne sais quelle essence, quelle absolue. Le corps, il est ce que nous en faisons, ce que les sociétés dans lesquelles nous sommes nés en font. Et donc, quand moi je parle de ce qu'on a fait de l'esthétique noire, qu'on a obligé à dévier de sa ligne, de ses choix, de ses orientations civilisationnelles, je parle d'autre chose. Je ne suis pas dans, il y avait une nature noire, et les Noirs ont toujours travaillé à l'extrême leur présentation de soi. C'est même ce qu'il y a de plus fascinant dans tout ce que je récolte sur le plan anthropologique. Sincèrement, j'y passerais des jours et des nuits si je n'avais que ça à faire. Je
disais, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est vrai que là, le monde est en train de changer et la civilisation change aussi. À l'époque, les femmes se pavanaient avec leur parure et tout ce qu'il faut pour pouvoir s'exhiber dans leur palais. Et c'était beau à voir. Et beaucoup de femmes, c'est vrai que ne s'acceptent pas telles qu'elles sont avec leurs cheveux naturels, parce que c'est vrai que c'est une image qu'on nous a donnée en nous disant que la femme noire avait un cheveu difficile, qu'il n'était pas beau. Et je pense que c'est surtout à cause de ça. Donc il faudrait que nous fassions déjà un travail avec nous-mêmes pour qu'on puisse s'accepter et accepter nos cheveux. Et aujourd'hui, les choses commencent à changer. Moi, ça fait des années que je fais de la coiffure. Et avant, par exemple, dans le milieu de la mode, je ne voyais pas beaucoup de mannequins avec des cheveux naturels. Elles arrivaient, elles avaient toutes des perruques ou un tissage. Et aujourd'hui, les choses commencent à changer. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui. C'est que les choses changent. Et la génération d'aujourd'hui commence à comprendre que voilà, il y a plein de produits qu'on met dans nos cheveux qui ne sont pas bien. Et il faut avoir des personnes professionnelles et compétentes pour pouvoir nous donner cette direction-là et pouvoir s'accepter aussi tel qu'on est. Moi, personnellement, j'ai opté pour les cheveux courts. C'est parce que je fais la décoloration, ce n'est pas conseillé. C'est chimique, donc ce n'est pas vraiment conseillé, mais c'est ma façon de me reconnaître, d'être mon esthétique. Et chacun devrait se retrouver dans tout ça. Et, c'est une pratique que les Égyptiens de l'Égypte antique ont mise au point. Ils n'avaient pas de chimie comme aujourd'hui, mais ça, c'est une pratique totalement égyptienne. Ah ben voilà, je suis égyptienne. Le blanc et le roux sont... D'ailleurs, les teintures, parce qu'ils ne supportaient pas les cheveux gris, cheveux blancs, les teintures pour cheveux, donc je l'ai expliqué dans Cheveux d'appoint. Ce sont je prendrai le livre, hein. C'est sûr. C'est ce qui... Bonsoir. Moi, je tenais tout d'abord, avant de donner mon avis, je tenais à remercier l'association Mélanine et le festival Black Helvetia, qui est un festival extraordinaire. On a énormément de chance de pouvoir avoir un événement comme celui-là ici dans la région, en Suisse romande. Brigitte, la semaine dernière, tu disais que c'était un vrai cadeau qui nous avait été offert, et effectivement, et que c'est l'occasion qu'on puisse un peu prendre la place un peu plus. Et moi, je suis pour. Je suis prête à monter sur le ring. Oui, alors le sujet du cheveu, vaste sujet. Moi-même, j'ai eu une évolution capillaire, comme je dis, vraiment. Alors voilà, aujourd'hui, vous le voyez, je porte mes cheveux au naturel et j'en suis très fière. Les locks, j'y suis passée il n'y a pas très longtemps, après un événement assez important qui m'a beaucoup bouleversée. Ça faisait un moment que j'avais envie de trouver une forme capillaire qui correspondait un tout petit peu plus à qui je suis réellement. Et voilà, je l'ai trouvé dans les locks, en tout cas aujourd'hui. C'est la position que j'ai choisie. D'avoir, pour moi c'est une manière, tout à l'heure on parlait de la relation au cosmos, c'est vrai que pour moi c'était une manière aussi de me relier à quelque chose d'un peu de l'ordre de l'au-delà, en lien bien évidemment aussi avec les ancêtres, une forme d'héritage que j'aurais reçu et une forme de respect que je veux aujourd'hui apposer à ma chevelure. Tout en ayant été dans cette phase de porter des tissages, de me défriser les cheveux. Enfin, ce parcours capillaire a été très long. J'ai un certain âge aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous avez parlé de ce peigne en fer forgé, chaud. Avec lequel on se lisse les cheveux, mais en réalité avec lequel on se fait énormément de mal parce que ce peigne, il fait mal. Se brûler. Oui, et moi j'en ai un souvenir très précis en fait. C'est quelque chose qui a marqué en fait mon enfance et mon adolescence. Et
Je vais un peu dans votre sens quand vous parlez d'une certaine forme de maltraitance en réalité. Se défriser les cheveux, c'est quelque chose qui est aussi, en tout cas de l'expérience que moi j'en ai eue, ça a été quelque chose d'assez assez douloureux en fait, qui va jusqu'à la blessure, jusqu'aux cicatrices, qui mettent du temps à guérir. Et c'est pour ça que assez jeune, en réalité, j'ai décidé d'arrêter le défrisage, tout après en pratiquant les tissages, enfin les tresses, différentes expériences capillaires qui font aussi, je pense, partie de notre identité en réalité de femmes noires, en fait, d'expérimenter, parce que vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, la manière dont les peuples noirs avaient cette facilité en réalité de se parer et de prendre soin de soi et de son corps, de sa peau et de son cheveu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est réellement resté en fait. On a perdu beaucoup de choses, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas resté. Nous, on sait qu'en tant qu'enfant, quand on sort de la douche, le premier truc qu'on nous dit c'est « Est-ce que tu as mis ta crème ?» et voilà, pour moi, ça fait complètement partie de ces héritages, de ces habitudes de soins, de soi, qu'on a gardées et qu'il faut continuer à perpétuer, mais de manière peut-être plus sensible, plus, en prenant effectivement attention à qu'est-ce qu'on met sur notre corps. Un peu rationalisé. Voilà, exactement. Pas seulement intuitif, mais rationalisé. Absolument. On se connaît, Absolument. on sait ce qu'on fait, on peut mettre des mots sur ce qu'on fait. Absolument. C'est ça. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'histoire capillaire et je pense qu'on a toutes, en tout cas les femmes noires qui sont dans cette salle, pourraient raconter leur histoire capillaire. C'est toujours des histoires épiques, quoi. Je connais très peu de femmes noires qui racontent des histoires capillaires linéaires, sereines, et tout va bien avec leurs cheveux. Donc il y a ça, l'histoire capillaire, mais aussi la notion de choix, de réel choix. Je discutais avec, bref, avant le début de la soirée en disant que, et c'est un peu dans le sens où j'allais, on le disait, ici on est un îlot de minorité, c'est qu'il faut se rendre compte que dans ce parcours d'histoire capillaire, à un moment donné, certaines d'entre nous ont essayé de prendre la décision de passer au naturel. Et ça n'a pas été quelque chose de simple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pu être accompagné. Parce que soit dans notre culture familiale, c'était le défrisage, les tresses, etc. Et on avait perdu finalement la notion de soin des cheveux naturels et que les professionnels de la coiffure n'étaient pas capables de nous accompagner. Pas formés. N'étaient ni formés, on ne trouvait pas les produits. Donc ça a été aussi vraiment un parcours de combattants de pouvoir. Alors je comprends que cette notion de nature, elle est pas forcément pertinente. Qu'est-ce que la nature ? On essentialise les gens, mais à un moment donné, d'être un peu le plus proche de quelque chose de qui on est. Et ça, pour moi, il y a une notion de choix qui n'existe pas ou de si peu. Donc moi, effectivement, j'ai créé les salons de coiffure tribu urbaine aussi pour ça. Parce qu'en tout cas, en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse, c'était le désert total. En France aussi. C'était pas, quand on décidait de passer au naturel, c'était hyper compliqué. Et ce qui était aussi intéressant de voir, c'est que, alors moi j'ai un cheveu crépus, c'est-à-dire que c'est vraiment la boucle, spiralée, elle frise, moi je suis connectée plus. Moi je suis connectée, mais alors vraiment. Ça se voit comment elle est brillante, éclairante. Oui, ça se sent. Liaison directe, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les degrés de connexion qu'on a, même celles qui sont un peu moins connectées trouvent les mêmes difficultés. À savoir trouver les coupes adaptées, les produits adaptés, les solutions d'hydratation adaptées, parce que quand même, nos chevelures on est aussi dans un environnement qui est un peu hostile à nos chevelures. Oui, alors je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on vit aussi effectivement dans un environnement qui n'est pas
naturel pour nous. On revient à nouveau sur ce mot. Non, on est des corps, avec des différences, mais des corps, on va dire, importés. Importés, oui. Importés. Absolument. Et c'est là aussi notre difficulté, je pense, à pouvoir trouver une manière adaptée, en fait, à prendre justement soin sans extravertir, en fait, nos cheveux, notre peau. Et surtout, un aspect qui est important aussi, c'est tout l'aspect sanitaire, en réalité, dont on ne parle pas assez, à mon avis, de tous les dangers auxquels on s'expose en utilisant des produits, les défrisants, bien évidemment. On sait que voilà, les femmes noires sont plus exposées à certains cancers. Et alors on nous dit c'est pas lié, mais en réalité, oui, c'est quand même. Aujourd'hui, on sait. Oui. Donc, il y a tout cet aspect-là sanitaire qui, à mon sens, est extrêmement important et on devrait en parler beaucoup plus parce qu'il y a un réel danger pour nos santé et pour nos futurs, en fait, en réalité. Oui, c'est un problème de santé publique. Absolument. C'est bien ça. Mais qui n'est pas pris en charge parce que la société ne permet pas à nos coiffeurs d'apprendre à travailler nos cheveux. Je pense que les gens savent que pour travailler un cheveu crépus, il faut le défriser, le traiter comme un cheveu blanc. C'est ce que les diplômes qui sont délivrés aux coiffeurs, c'est à ce à quoi ils s'en soumettent. Exactement. J'ai été confrontée à ce problème. Voilà. J'ai fait un CAP coiffure à l'époque. Et au moment de passer les épreuves coiffure dame, j'ai ramené une femme noire. Et j'ai raté mon examen parce qu'ils n'arrivaient pas à noter ma prestation par rapport à la femme. Le corps noir n'a pas de place dans la société dans laquelle on est. Oui, alors moi, je voulais juste revenir sur la notion de nature. Je ne pense pas qu'elle est mal placée ici, parce que c'est ce qui nous définit finalement, c'est nos propriétés profondes, mais c'est ce qui a été peut-être mal interprété, c'est le fait de dire qu'on s'éloigne de sa nature. Parce que justement, ce qui me définit, comment je peux m'en éloigner. Peut-être c'est là où on aurait pu peut-être amener le débat un peu différemment. Parce que je me retrouve aussi dans tout ce qui a été dit. L'histoire du cheveu, je suis dans cette même histoire, presque même à l'envers. Parce que moi, ça fait plus de 15 ans que je ne me défrise pas les cheveux. On va être très choqués ici, mais c'est vraiment le cas. J'avais décidé de plus jamais me défriser les cheveux parce que justement ça me cassait déjà les cheveux. J'avais énormément de cheveux depuis très petite et je les laissais déjà à l'air pur. Comme elle a dit, l'environnement aussi n'est pas tellement propice, l'eau est très calcaire. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça me cassait le cheveu. J'essayais de temps en temps de me teindre les cheveux, ça rajoutait encore au problème, ça ne permettait pas à ce que je garde le cheveu assez fort. Et puis très vite, après ma deuxième grossesse, il y a eu un dérèglement hormonal qui a fait que même tout l'avant de mes cheveux, malgré le manque de défrisant, malgré etc., c'est parti. Donc j'ai vraiment une alopécie qui n'est même pas due justement à tous ces produits chimiques, etc., qui font que finalement tu fais le choix. Donc je n'avais jamais mis de perruque de ma vie et je découvre ma parure de tête très tard. Donc j'étais déjà adulte, maman de 2 enfants, et je me dis, mais il faut quand même que je paraisse, quoi. Il faut que j'ai vraiment... Et puis malheureusement, justement, on en revient aux capacités aussi des professionnels du cheveu. À ce moment-là, il n'y en avait vraiment pas assez. Je me souviens, une fois, on avait fait un voyage aux États-Unis, et là, on m'avait traité les cheveux pour essayer un peu de récupérer tout ça. Mais un voyage tous les 2-3 ans, ça ne suffit pas. Bien entendu, il faut un suivi régulier. Donc, j'avais personne, ce qui fait que j'ai laissé tomber, vraiment complètement abandonné, décidé de me couvrir par d'autres moyens. Et malheureusement, au moment où vous êtes toutes réveillées, allez, retour au naturel. Et puis je me dis, je vais aller faire un diagnostic. C'était malheureusement pour moi trop tard. On m'a dit que j'avais le cuir chevelu qui était déjà cicatrisé. Donc le seul moyen de récupérer l'avant de ma chevelure, c'était la greffe. Donc ça a un coût, pensez à moi. Non, mais vraiment, donc c'est pour vous dire des fois, c'est pas seulement parce que je veux ressembler à Beyoncé, etc., comme elle l'a dit, qui sont bien entendu des figures que je pense que la nouvelle génération suit très fortement, et ça c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à ancrer
chez nos jeunes que la beauté n'est pas seulement dans le cheveu. Donc là, on retourne dans le standard de beauté, n'est pas seulement dans le cheveu long. Bon, moi, je me trouve belle en cheveux longs, donc c'est pour ça que je les ai longs. Donc c'est vraiment juste ça, mais c'est aussi par choix et puis même par souci de santé, finalement. C'est quand même un souci de santé, d'apparence. Je ne peux pas me retrouver malheureusement au travail avec une demi-tête, il faut se dire comme c'est. Donc c'est vraiment une histoire de choix et je pense que là où on peut s'aider chacune et chacun, hein, parce que les hommes portent aussi un jugement sur la femme, c'est justement d'éviter ce jugement-là, de s'accepter et de découvrir aussi. Parce que ce soir, sans vous mentir, j'en ai découvert des merveilles parmi vous, parmi le docteur. Je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent être même appliquées, justement, même si j'ai mon couvre-chef, et là, franchement, j'appellerais plus ça perruque, hein, je vous le dis déjà. Mon couvre-chef... Parure de tête. Parure de tête. Mais je pense que je peux, de toute façon, malgré cela, traiter mon cheveu, traiter même le cheveu. Moi, j'ai 3 garçons. Aussi penser au traitement des cheveux de nos garçons. On en parle beaucoup moins, bien entendu, parce que la femme, elle veut le garder plus long, et puis elle veut le garder plus fort. Le garçon, s'il y a un problème, on rase. Mais ils ont aussi ce besoin-là, qu'ils puissent connaître comment s'occuper de leur tête. Et puis, au-delà du cheveu, je pense qu'il y a vraiment le sujet principal était donc les standards de beauté, comment on se positionne. Moi, je pense de toute façon, la beauté, elle appartient à celui qui la regarde. Finalement, ça, c'est vraiment... Et puis ça évite de nouveau ce jugement-là. Si vous vous sentez belle en vous levant le matin, en vous regardant dans le miroir, c'est ce qui importe. Pour dire, on n'a pas parlé de ça dans la présentation, mais moi-même je suis propriétaire d'un salon de bien-être et de beauté, donc qui va totalement à l'opposé de mes activités professionnelles. Mais je l'ai fait parce que pour moi c'est une source une bouffée d'air pur, de me dire que je peux permettre à des gens, quand ils entrent, ils se disent aujourd'hui je vais sortir transformé, je vais sortir comme j'aimerais pouvoir être vu par l'autre. Et puis c'est là, donc on traite autant le cheveu naturel. Donc tous vos conseils, une fois, et c'est à Kinshasa, hein, donc je vous conseille de venir très bientôt, mais une fois si vous êtes sur place, venez pour vos conseils. Donc je demande à tous ces professionnels que vous êtes, et même à vous, docteur, des conférences autour justement de la connaissance de ce qu'est le cheveu, de ce qu'est la beauté initiale, primaire, vraiment dans son entièreté. Je pense que c'est très important de partager avec les autres, peu importe justement le positionnement qu'on a. Donc ça enseigne tout le monde. Je pense que la difficulté, c'est aussi que la beauté n'est pas un concept universel. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que nous, au salon, on a 2 types de clientes. On a les clientes qui, effectivement, décident de passer au naturel. Elles viennent parce qu'elles veulent des conseils, des produits, etc. Mais on a aussi des personnes qui arrivent en pleurs parce que la perruque est vraiment une béquille. C'est qu'elles se disent « je ne peux pas aller travailler sans ma perruque ». C'est pas du tout perçu comme un choix, quelque chose d'assumé ou quelque chose de dire bah voilà j'ai eu un accident capillaire et donc c'est une alternative. Non, c'est vraiment quelque chose, c'est traumatisant. C'est qu'elles se disent que je travaille à la banque, je ne peux pas aller à la banque sans Toute nue. oui, voilà. Toute nue. Non, c'est ça. Ou mon mari non, vraiment, des femmes qui disent mon mari ne m'aime qu'avec mes cheveux comme ça parce que c'est le standard de beauté. Donc c'est ça. Non, mais c'est pour vous dire que c'est ça. C'est pour ça que de questionner l'universalité de la beauté. C'est clair que si il y avait de la place pour toute forme de beauté, on pourrait dire ah oui, toute forme de beauté se valent et je choisis celle-ci ou je choisis celle-là. Mais aujourd'hui, trop souvent, les clientes, alors il y a aussi des clients, mais c'est quand même plus compliqué pour les clientes, qui passent la porte du salon de Tribu Urbaine, c'est parce qu'il y a un standard et elles désespèrent pour pouvoir s'y conformer. Alors, je voudrais juste réagir par rapport à l'aspect professionnel. Qui est très important en fait en réalité parce qu'on doit travailler pour vivre, il faut manger. Alors, si moi je fais à nouveau référence à mon propre parcours professionnel, moi je travaille dans un domaine technique qui est majoritairement occupé par le corps blanc masculin.
Et c'est un milieu qui est très conformiste. En réalité. Donc, comme on sait qu'il y a d'autres domaines où on doit être vêtu d'une certaine manière et avoir une certaine attitude. Et c'est vrai que durant ces dernières années, moi j'ai pris le choix d'être plus en accord avec qui je suis, qui je pense être. Et ça m'a pas évité quelques petites remarques quand même. T'as changé de coiffure de cheveux. C'est joli ces petites nattes. Mais on sait ce qu'il y a derrière en fait. On est tout à fait dans la normalité. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans les normes. Absolument. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, parfois c'est pas un choix en fait en réalité de porter un tissage ou de se lisser les cheveux, de se défriser les cheveux. C'est de pouvoir être un peu plus conforme aussi au cadre, à l'environnement dans lequel on évolue professionnellement. C'est pouvoir aussi se rattacher aux autres. Professionnellement et l'environnement aussi amical ou familial. Oui, parce que quand je vous dis la cliente et son mari, c'est vraiment... Et le mari est noir aussi, hein. C'est pas... Non, vraiment, c'est pas une histoire... Ah non, ça n'a rien à voir. Souvent, les gens vous disent, d'ailleurs dans les couples mixtes, le mari blanc accepte mieux le cheveu crépus de sa femme que le mari noir. Parce qu'en fait, on est victime de la même aliénation. Mais je veux dire... Pour rester dans le sujet que vous avez posé, celui du cheveu crépus dans la sphère publique, en fait, il faut en parler parce qu'on est là dans la sphère du pouvoir. Parce que tant qu'on est dans la sphère domestique, la sphère privée, ce sont deux sphères qui n'ont pas le même statut du tout. En sociologie, on sait que dans la femme est assignée à la sphère publique. En général, elle n'exerce pas le pouvoir ou très peu, et quand elle l'exerce comme un homme, enfin avec les attributs masculins. Et dans la sphère publique, c'est celle du pouvoir qui est d'abord majoritairement occupée par l'homme. Et on n'a pas dans les populations, on voit qu'il y a des Noirs dans toutes... parce que je vous ai dit, le groupe des Noirs est explosé un peu partout sur la planète. Il est exceptionnel de trouver des femmes noires dans la sphère du pouvoir, quand elles y accèdent, comme Taubira, et qui portent donc leurs cheveux. Je dis leurs cheveux, je ne dis pas naturel, parce que le cheveu tressé n'est pas un cheveu qui est laissé en son état machin, c'est un cheveu traité. Il est organisé, en fonction... Il n'est pas en souffrance. Non, il est organisé comme sa société lui a appris à le traiter. Maintenant, la sphère du pouvoir demande que vous acceptiez un certain nombre de contraintes. En général, ceux qui détiennent le pouvoir, soit dans les sociétés africaines ou occidentalisées, comme dans lesquelles nous sommes, eh bien, les codes de l'esthétique admise sont des codes qui nous viennent de l'Occident. En Afrique, un employé de banque, il faut être défrisé, porter chignon, porter tailleur, etc. Vous savez, et quand les gens essayent de sortir de ces codes en disant qu'ils ils n'ont pas, si vous voulez, le passage à la modernité occidentale s'est fait de manière violente, et les Africains n'ont pas, j'allais dire, progressé vers des coiffures qui allaient représenter un peu leur vision de leur modernité. Ce que les Occidentaux ont fait, parce que vous savez que les Blancs ne permettaient pas aux Blanches de porter les cheveux longs. Elles étaient traitées comme des putes. Elles étaient traitées, une femme qui portait les cheveux ouverts n'était pas une femme convenable, une femme qu'on épousait. Et il n'y a pas si longtemps donc, que les femmes blanches portent les cheveux longs. Maintenant, la folie qui a gagné nos femmes à nous, c'est d'avoir les cheveux longs, parfois qui traînent aux pieds. Alors, on est dans quelque chose d'un peu démesuré. Et il faut comprendre la symbolique de la longueur chez la femme noire, après avoir été celle qui a été une préoccupation chez la femme blanche, qui aujourd'hui
aussi passe par des formes de lissage, de rajout. J'ignorais d'ailleurs qu'elle se mettait aussi des tissages pour rallonger les cheveux, les épaissir. Il y a énormément dans le cinéma, etc., ce genre d'utilisation. Mais comme on dit, elles font ce qu'elles veulent de leurs cheveux, les noirs aussi. Ce dont on parle quand on parle de la situation des femmes noires, c'est que les choix de texture qu'elles font pour se présenter dans la sphère publique ne sont pas des choix crépus. Parce qu'on peut se faire des perruques crépues, on peut se faire des coiffures qu'on va ajuster et qui ont une texture crépue. Ce n'est pas le cas, ce sont des textures lisses. C'est ce qui fait dire que, voilà, on est dans quelque chose d'une aliénation, d'une contrainte, parce que c'est vrai qu'en dehors des problématiques d'alopécie que cause, d'ailleurs, si vous voulez savoir la souffrance que provoque un défrisage avec à base de soude caustique, lisez l'autobiographie de Malcolm X. Vous en avez des frissons, une telle souffrance donc, sur lesquelles les femmes se taisent. Mais lui qui fait ça, parce qu'il voulait un conque, quelque chose de... Lui qui fait ça, il vous dit qu'il a cru que sa tête explosait, qu'il allait devenir fou, qu'il était malade, que l'eau glacée ne le soulageait pas. C'est horrible. Donc, si vous imaginez que pour être belle, il faut souffrir, ce que les femmes noires ont subi et ont accepté de subir et qu'elles subissent encore même avec l'atténuation du sentiment de brûlure que provoque le produit qui leur défrise les cheveux. Donc il y a énormément de choses que nous passons sous silence quand nous analysons nos problématiques. Dans la sphère publique, les femmes ne se présentent pas. D'ailleurs, on a dit que la femme d'Obama, que Obama ne serait pas devenu président si sa femme avait gardé ses cheveux. Elle a fait un petit simulacre à un moment en les frisotant un peu, et puis le lendemain, elle est revenue à son défrisage. Donc, on a une difficulté folle à être dans la sphère publique avec un cheveu crépus. Et c'est ça qu'on interroge. C'est ça. Quelle est la place du porteur de cheveux crépus dans un monde qu'on voudrait multiculturel, dans un monde où on voudrait que les corps s'affichent? Alors, parler de leur état de nature, je vous dis que c'est une aberration en sociologie parce que nous habillons nos corps, nous leur faisons dire des choses, nous respectons un certain nombre de codes. Mais il y a des codes qui sont très éloignés de nos codes originaux et puis des codes qui nous demandent un petit effort de 1 centimètre ou de 1 kilomètre. Mais il y en a qui nous demandent un effort de 10 kilomètres. Et à ce moment-là, nous sommes dans une espèce de recomposition incessante et de souffrance inextinguible. C'est ça qu'on interroge. Pourquoi dans la sphère publique, les femmes ou ceux qui organisent cette sphère-là ne donnent pas de place à ce cheveu-là? Parce que je crois que si les femmes se sentaient acceptées, si elles sentaient qu'elles avaient une ouverture ou bien une acceptation qu'on ne viendrait pas leur faire des petites réflexions un peu mesquines, un peu sournoises et qui font voilà, maman, pourquoi j'ai pas les cheveux blonds? Pourquoi je suis pas... Hier, il y a 2 jours, il y a une petite fille qui demandait à sa maman, maman, pourquoi je suis pas blanche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vivre dans un monde multiculturel et d'avoir 2 parents noirs et de venir dire à maman, pourquoi tu m'as donné un papa noir, pourquoi je ne suis pas blanche, pourquoi je n'ai pas les cheveux blonds? Il y a des formes de domination qui ne sont pas interrogées, qui sont vraiment presque souterraines, qui passent par les dessins animés, par les messages subliminaux que nos gens reçoivent en permanence. Et c'est ça, le travail que je fais, c'est de les interroger, ces formes subliminales. Donc, la question de la sphère publique que vous posez dans cette table ronde, elle est essentielle parce que je crois qu'on a peur de l'affronter. Mais pour terminer, je veux juste vous lire une petite explication que j'ai sociologique. Défrisage et éclaircissement de la peau sont des techniques ou des stratégies de contrôle de l'information émise par le porteur de caractères stigmatiques. Autrement dit, cheveux, peau noire et cheveux crépus sont des caractères, dans les sociétés occidentales, des caractères stigmatiques. La personne discréditée est confrontée à un cycle d'événements ordinaires qui limite son acceptation par la société. Elle met en place des techniques pour s'opposer à son rejet. Parmi les stratégies, il y a la dissimulation ou l'effacement du caractère ou symbole stigmatique.
C'est pour ça que ce que nous adoptons n'est pas crépus, puisque c'est le crépus qui est stigmatique. Voyez, compte tenu de leur nature, les stigmates raciaux que sont le cheveu crépus et la peau noire, enfin je mets ça entre guillemets, je suis dans un haut groupe qui juge que ce que je porte est stigmatique. Et donc, les stigmates raciaux que sont le cheveu crépus et la peau noire sont soumis à des traitements désidentificateurs. C'est un concept. Toutes les pratiques esthétiques de maltraitance sont des pratiques de désidentification. Ça signifie que les Noirs, en immersion dans le monde occidental, sont dans l'appartenance et non pas dans l'identité. C'est ce qui explique que ce qu'ils choisissent correspond plutôt à des techniques ou des manières de se défaire, de cacher, d'éloigner ce qui les définit identitairement. Donc, on est dans l'appartenance, donc désir d'intégration, de ne pas être rejeté, parce que c'est vrai que c'est déstabilisant d'avoir tous les jours des gens sur votre dos qui vous disent « Mais pourquoi tu as les cheveux comme ça? Pourquoi ta peau est noire? Pourquoi tu n'es pas blanche? » etc. Avec des enfants qui viennent vous dire ça aussi. Eh bien, voilà le drame. C'est là le lieu. C'est un nœud gordien qu'il faut résoudre. Et c'est sur la société qu'il faut travailler, dans les petites écoles, faire que les enfants comprennent la différence, faire que ce qu'on appelle l'altérité extrême ne soit pas vu comme quelque chose dit d'anormal, ni d'inhumain, ni d'infrahumain, qu'on ne le caractérise pas en termes de stigmate. Dans le sens contraire, on n'a jamais dit aux Blancs qu'ils étaient hors normes. Ça ne vient pas des Noirs, cette forme de stigmatisation. Donc il faut que nous ayons le courage, la force de regarder ce que la société nous oblige à faire. Donc quand j'écris Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, je dis aussi, allons regarder la société. Au lieu de tout ramener à nous, nous ne faisons pas des choses par choix. Parfois, beaucoup, nous le faisons sous la contrainte, parce que autrement nous sommes rejetés ou nous sommes embêtés toute la journée. On vous touche, Voilà, ce regard social stigmatisant, il est pénible pour des gens qui doivent vivre en permanence avec des collègues ou une société qui finalement les regarde regarde leurs caractéristiques normales comme quelque chose d'anormal. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Juliette. Et en plus, je dirais que c'est essentiel de questionner et se poser la question de dans quelle société on est. Mais je pense que c'est aussi hyper important d'avoir des modèles qui proposent des alternatives. Et c'est pour ça que, alors, oui, tu es en minorité, mais je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de femmes qui portent leurs cheveux au naturel et qui soient considérées comme professionnelles, comme belles, comme sexy, comme donnant envie. Parce que du coup, ça veut dire que le champ des pensables et des possibles s'ouvre aussi. Donc il y a questionner la société, changer la société et être dans un environnement qui soit moins hostile, mais il y a aussi, donnons des modèles. Donnons-nous, entre nous, des modèles qui nous permettent des alternatives réelles et de se projeter dans des femmes qui nous ressemblent. Tu veux dire quelque chose? Non? Non, je voulais juste dire par rapport aux enfants, les enfants, nous sommes les modèles des enfants. Donc, la première chose à faire, je pense personnellement, c'est de rééduquer les parents, parce qu'ils ont été stigmatisés par rapport à l'ancienne génération, où on leur disait que les cheveux n'étaient pas beaux et tout. Donc, le travail à faire, en fait, c'est de parler aux parents pour que l'enfant puisse se redécouvrir et se sentir bien dans sa peau. Ça ne suffit pas. J'ai écrit La poupée d'Isis pour cette raison-là. Mais ça ne suffit pas parce que dans les agents socialisateurs, il y a la famille, mais il y a l'école, il y a les pères, il y a les médias. Et quand vous avez ces 3 autres agents qui interfèrent dans votre champ familial, eh bien, je vous assure que les gens qui viennent me dire qu'ils sont en souffrance parce que leurs enfants leur demandent pourquoi ils ne sont pas blancs, ils sont totalement, j'allais dire, naturels, ils investissent sur leur culture, ils sont heureux de ce qu'ils sont, mais leurs enfants leur échappent. Il y a Aïcha qui s'est levée, parce que je crois que c'est le temps des questions. Malheureusement.
C'est cool, mais par qu'est-ce contre, qu'il voulait peut-être ce qui est c'est toi qui intéressant, voulais. c'est peut-être qu'on peut prendre quelques questions dans le Je public. croyais qu'elle voulait encore dire un mot. Tu Moi, je voulais voulais alors juste rebondir sur ce que Sylvie disait par rapport à... Parce que c'est très important ce que tu dis, mais je pense que justement, il est d'autant plus important de diffuser ce message-là vers des personnes qui sont justement pas encore convaincues. Ça serait, parce que là, on prêche dans une église de convertis, de convaincus. Non, sérieusement. Parce que moi, j'ai appris des choses. Et puis, je me dis peut-être même, j'étais en train de me dire dans ma tête, donc je les mets au défi de récupérer ce que j'ai perdu. Vous toutes, les professionnels du cheveu ou dans sa nature originelle. Donc je vous mets au défi de me trouver une solution sans que j'ai à passer sur une table d'opération. Ça, je sais que c'est compliqué, mais c'est peut-être aussi un bon cas d'école pour chacune d'entre nous, puis pour beaucoup de femmes qui ont certainement le même problème. Mais donc, il est aussi important que votre audience, notre audience ce soir, elle aurait été aussi belle si elle avait des personnes qui ont soit un problème ou soit qui sont convaincues du contraire. Mais comment dire, le prêche passe par des modèles. Nous, on a des personnes qui arrivent au salon avec leurs enfants, qui, elles, par contre, elles sont en mode perruque, mais elles viennent avec leurs enfants, parce que, justement, en évitant que... Ah ben, moi, j'ai une alopécie, alors pas forcément une alopécie, mais alopécie de traction, parce que j'ai trop tressé, ou voilà, et j'aimerais que ce soit différent pour ma fille. Et donc, je pense que ça passe aussi par encore une fois, moi, je crois beaucoup au modèle, quoi. Aïcha. Alors, je voulais juste voir s'il y avait peut-être des personnes dans la salle qui avaient des questions. Merci. Alors, ma question est un peu dirigée vers vous toutes parce que moi, j'ai une grosse interrogation. La dernière fois que je suis allée au Congo, j'ai été quand même très interpellée par une réalité. Autant la femme s'assume dans tout ce qui est vestimentaire. J'ai trouvé, que ce soit dans les banques, dans les entreprises, des chefs d'entreprise en tailleur, tissu pagne, sans souci. Autant en ce qui concerne les cheveux, c'était une catastrophe. J'avais l'impression, j'avais un rendez-vous ministériel, je suis arrivée là, avec ma coiffure, mes cheveux naturels, et c'est à peine, il y en a un qui a osé me dire « Madame, vous faites quoi ici ?» J'ai dit « Pourquoi ? Oui, j'ai rendez-vous, mais vous êtes nue. » Je dis « Pardon ? Vous êtes nue. Pardon ? Mais vos cheveux. » J'ai dit « Mes cheveux, ils ont quoi mes cheveux ?» Après, bon, il a senti suffisamment de répartie pour ne pas insister. Mais j'ai été passablement choquée en me disant « Mais finalement, c'est ici où je pensais me sentir, non seulement me sentir à l'aise parce que je suis dans mon pays d'origine, mais me sentir à l'aise par rapport à ce choix du naturel. Et je me suis rendu compte que c'était finalement là où le travail était plus important à faire qu'ici. Très sincèrement, je pense qu'en cherchant très bien, on a cherché avec Micheline, on a trouvé un salon Napi pour toute la République, pour tout Kinshasa. Un salon qui savait soigner les cheveux naturels. Et ça quelque chose qui m'interpelle, et c'est vrai que, Juliette, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que là, vraiment, j'ai dit à Sylvie que je pense que les tribus urbaines ont du boulot, et tu peux en ouvrir une centaine. On arrive. Moi, je veux rapidement rebondir du fait que j'ai notamment un salon qui est à Kinshasa, donc sur Kinshasa, mais sur l'Afrique en général, parce que grâce à mon travail, j'ai aussi cette possibilité de voyager dans beaucoup de pays africains. Moi, je suis d'un autre avis. Donc, je pense que tu as eu à faire face peut-être à une personne assez ignorante. Justement, j'allais même le dire, c'est étonnant, mais c'est vraiment en Afrique qu'on retrouve justement cette femme qui garde beaucoup plus de cheveux naturels qu'ici. C'est ici, je pense, que justement parce que la société, le travail, comme on l'a dit, mais en Afrique, les cheveux tressés, les cheveux naturels, pour moi, sont beaucoup plus acceptés. Pour dire, en tout cas, dans mon environnement, même dans mon travail, et même le salon que je gère, les clientes sont vraiment toutes celles qui viennent pour les dreads. Principalement, en tout cas, on a quand même beaucoup plus de personnes qui gardent leurs cheveux au naturel qu'ici, je trouve. Alors, moi, je vais rebondir parce que forcément, ça me parle. La dernière fois que je suis allée à Kinshasa, c'était l'été dernier, avec Milox. Ça a fait parler beaucoup de membres de la famille.
Alors, et c'est vrai que moi j'ai eu exactement le même. Enfin voilà, j'y vais toutes les années et je suis toujours surprise de voir à quel point justement les femmes portent des perruques, se défrisent les cheveux. Enfin, c'est un automatisme. Et c'est vraiment un automatisme. D'ailleurs, elles ont des petits sobriquets. Ah, faut que je prenne mon chapeau. Alors, c'est assez drôle, mais il y a quelque chose d'assez dramatique, je trouve, là derrière. Parce que même pour aller chez le marchand du coin, elle prend son chapeau, quoi. Alors, si je peux me permettre, c'est ce phénomène que j'ai observé en Côte d'Ivoire et qui m'a fait écrire Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négo-africaine. Toutes les femmes ivoiriennes portent des postiches. Alors, beaucoup ont délaissé le défrisage, parce que ça leur abîmait les cheveux, etc. Elles se sont mises toutes à porter des postiches, c'est-à-dire comme un cache-misère, entre guillemets. Il ne faut pas que le regard tombe sur la texture crépue. C'est un drame si on veut, mais j'ai essayé parce que c'est une enquête que je vais mener donc à l'université Houphouët-Boigny, avec auprès de 200 et quelques femmes, jeunes femmes, qui ont entre 20 et 24 ans, et je vais leur poser la question de leur rapport à leurs cheveux. Qu'est-ce qui justifie qu'elles aient des coiffures aussi extraordinaires dans leur civilisation et qu'elles portent des postiches? Elles se grattent beaucoup parce qu'il fait chaud, elles transpirent, elles ne sont pas à l'aise. Et c'est là que j'ai senti cette sorte de déconnexion de soi qui fait qu'on va adopter une sorte comment on appelle ça, d'accessoire que j'ai appelé cheveux d'appoint dans mon livre, un de mes livres. On va adopter un accessoire qui ne va pas nous rendre plus heureux ou plus confortables dans nos corps, enfin ces personnes-là, dans leur corps. Elles vont adopter un accessoire que la société estime être un accessoire de présentation de soi, d'intégration, du beau, de l'esthétique. Et les choses fantastiques que j'ai trouvées, donc c'est une enquête, j'ai mis tous les tableaux in extenso dans le livre pour qu'on analyse pas à pas les réponses des femmes, toutes qui portent des postiches. Et dans les analyses que je fais, ce que je trouve, c'est en fait que tout ce qui concerne le port du postiche ou du cheveu accessoire, c'est-à-dire pas naturel avec beaucoup de guillemets, puisque je vous ai dit, en fait, le cheveu Hull-Autriche, soit on le porte en l'état, soit on le travaille. Et les Noirs n'ont jamais porté leurs cheveux en leur état naturel. Ils les ont toujours travaillés de manière magistrale. Maintenant, toutes les réponses font valoir que c'est par rapport à la sphère publique du social qu'elles portent cet accessoire. Autrement dit, quand elles vont au restaurant, quand elles vont danser, quand elles vont au travail, quand elles vont sortir avec leurs petites amies, quand elles vont au cinéma, tous les lieux publics qui sont des lieux qui se sont ajoutés à la modernité africaine en passant par la modernité occidentale. Ça signifie que si on analyse ça en tenant compte du fait que, oui, les femmes africaines seraient folles et qu'elles feraient par hasard ce qu'elles font, ce qu'un sociologue ne peut pas dire, eh bien, on passe à côté de la question de la domination. Le modèle occidental qui passe de manière absolument insistante et forte dans la vie quotidienne des Africains et des Africaines, eh bien ce modèle-là se véhicule à travers les médias, les images, les écoles, les relations, même les couches blanches qui vivent sur le continent africain restent des références. Donc c'est à la fin des analyses que je propose dans ce livre, vous allez voir
toutes les significations sociologiques que je donne à ce phénomène, toutes les explications que les femmes avancent, le cheveu crépus ne fait pas beau, il fait sale, il n'est pas facile à porter, et on ne peut pas se présenter avec ce cheveu alors qu'on est sur le continent africain, dans les lieux de prestige. Voilà pourquoi c'est la question de l'étiquette sociale qui est posée. Mais j'ai eu une idée, parce que pour moi, c'est quand même une aberration de dire que l'Africaine ne veut plus du tout de son cheveu et qu'elle l'a versé dans sa poubelle. Et donc, l'une des questions que j'ai eu envie de poser, c'était, mais finalement, si votre société, votre civilisation, votre culture reprenait le dessus sur la civilisation qui la domine, seriez-vous prête à reprendre, réhabiter votre cheveu huile riche? Eh bien, à ma grande stupéfaction, parce qu'il a fallu que je passe par des analyses statistiques que je ne savais pas faire, j'ai demandé à un spécialiste de m'aider, et donc j'ai fait une analyse par dendromètre. Le mot oui, peut-être, oui, on ne sait jamais. Si ça revient, si je sors, notre société reprend le dessus ou bien se retrouve, se réconcilie avec elle-même, oui, je peux envisager de reprendre mon cheveu huile riche et de l'habiter. Donc c'est ça, les questions que nous nous posons. Il faut éviter de tirer des conclusions qui sont définitives. La question de la domination, qui est mon paradigme de travail dès le départ, avec une illustration, la question du cheveu, la domination par le cheveu, eh bien elle est parfaitement illustré dans ce cas de figure. Dans beaucoup de régions, tous les gens que j'ai vus, au Cameroun aussi, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on m'a expliqué qu'on ne peut pas se présenter dans la société qui est africaine, avec ses valeurs africaines dominantes. On ne peut pas se présenter avec son cheveu crépus si on ne l'a pas couvert d'un postiche, qui est un inconfort incroyable dans un pays chaud. Ça veut dire que la femme noire n'arrive pas à trouver un répit avec elle-même, à se sentir, à se lâcher, à ouvrir ses cheveux, quelle que soit leur dimension, leur taille, et à dire oui, je dois, pour la société, me présenter comme en respectant l'étiquette qui n'est pas celle de ma société, qui est celle de la société qui domine la mienne. Mais si un jour la mienne retrouve ses marques, eh bien oui, j'envisagerais de reprendre les miennes, mon cheveu. Voilà. Et je pense que, d'ailleurs, ça se remarque dans les périodes rebelles. Moi, j'aime beaucoup, je suis une fan des années 70, parce que là, tout d'un coup, ou même aujourd'hui, les têtes naturelles, les têtes crépues ressortent, parce que je pense qu'on est, à l'instar des années 70, dans des années de rébellion. Dans des années où, justement, tout d'un coup, quand on va contre la société, ça se voit par nos cheveux. Tac! Ils ressortent dans leur aspect les plus connectés. Je voulais juste réagir par rapport à ça, parce que dans une vidéo dans laquelle vous parliez, en fait, de la manière dont le cheveu afro a pris un rôle politique aussi, évidemment, notamment auprès des Black Panthers. Et c'était, en fait, la question se posait, en fait, pourquoi est-ce que justement le cheveu afro doit prendre au naturel, en fait, doit prendre intrinsèquement cette position politique en réalité. Et c'est vrai que quelque part, en tout cas, de mon point de vue personnel, le fait de virer au naturel, c'était aussi une façon d'apposer aussi un peu mon identité et de dire, voilà, ça c'est moi, et puis je suis une femme noire et je l'assume. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui me distingue par rapport aux études américaines. C'était le consensus, Juliette, tu te souviens? Oui. Le consensus de la table ronde. Mais justement, ne pas être dans le consensus, c'est dire, je n'accepte pas que le corps noir, son cheveu, son traitement, soit un objet de combat politique. Nous devons travailler la société pour qu'elle devienne consensuelle, qu'elle accepte la différence, qu'elle accepte l'altérité, que sa multiculturalité ne soit pas que de façade. Nous ne devons pas entrer dans ce cercle vicieux de la politisation du corps noir. Je ne suis pas d'accord. Le corps noir existe et il a sa place là où il se trouve. C'est à ceux qui ne l'acceptent pas
qui doivent faire l'effort de comprendre que c'est un corps comme un autre et qu'il y en a marre de toujours entrer dans des canaux, dans des combats. C'est pour cela que je me suis distinguée du mouvement... Pardon. Je me suis distinguée des études américaines. Libre dans nos têtes. Liberté. Lâchez vos cheveux. Et dites aux gens, foutez-nous la paix. Vivez vos corps comme ils sont. Ils sont beaux comme ils sont. Il y a plusieurs questions. Alors, je pense en fait qu'il y a énormément de questions dans la salle, donc je ne sais pas, est-ce qu'on les poursuit encore un petit moment ou est-ce que du coup on poursuit la discussion à l'apéro? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore la sculpture capillaire de Nadine. Mais encore 2-3 questions. Ouais, encore 2-3. Allez. Bah, je sais pas, juste après, Il y a des gens dans le de la public qui sculpture veulent. quand même. Donc, Moi, j'ai une petite question parce que j'adore le mot descendante d'afro-déportés. Merci, c'est une top. Mais donc, en tant qu'ave de ce statut-là, c'est une relation assez différente par rapport à mes cheveux, dans le sens où j'ai le sentiment qu'une partie de ma vie a déjà été d'assumer le fait d'être une femme noire dans un environnement dominé par les Blancs, mais dans lequel c'était vraiment inscrit dans ma culture. Ça fait 400 ans, donc je pense qu'on peut vraiment considérer que c'est dans mes gènes maintenant. Et que d'assumer mes cheveux afro, c'était une info de plus. Déjà, il faut assumer d'être la plus grande dans 90% des situations. Il faut assumer d'être celle qui... Tout le monde connaît mon prénom, mais c'est normal, je suis la seule black. Donc forcément, à un moment... Il faut assumer ce genre de truc. Donc arriver en plus avec les cheveux afro, c'est comme se dire, non mais en fait ma vie n'est pas un statut politique. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres aspirations. J'aimerais bien juste faire un peu ce que j'ai envie de faire dans la société. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'ai le sentiment que c'est presque une aspiration que je peux souhaiter pour mes futures arrière-petites sœurs, en me disant que la société n'est peut-être déjà pas prête à assumer les femmes. Nous, les femmes noires, ce sera la prochaine étape. Après, les femmes noires, dans un état naturel, dans une espèce de... J'ai beaucoup de respect pour vous, mais c'est en travaillant plutôt dans un environnement de communauté noire ou dans une communauté où les cheveux sont mis en valeur que peut-être c'est plus assumé. Moi, je sais que dans mes jobs, si j'étais arrivée avec des dreads, c'était mort. Mais je n'avais même pas mon poste, mais l'intelligence de mes mots n'aurait même pas été captée. Il y a les gens, une ils auraient été... tolérance quelque part. Voilà. Mais plus que ça. Merci de confirmer. Mais est-ce que ça ne va pas de pair avec prenons le pouvoir en tant que femmes, ayons des hommes qui nous voient autrement que comme étant une différence? Je ne sais pas. J'ai besoin de votre... Comme un faire-valoir d'eux. Ouais, voilà. C'est ça. J'ai besoin de votre feedback là-dessus. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle prend toutes les questions ou elle est partie? Un feedback par rapport à la difficulté, Hélène? Moi, je te suis. En tout cas, moi, je te comprends parfaitement. Et c'est pour ça que je dis toujours, je milite pour une liberté, mais je ne suis absolument pas dans le jugement. Donc, je dis, des fois, les gens me disent, oui, mais tribu urbaine, vous êtes contre le défrisage, pourquoi vous ne faites pas de défrisage? Je dis, non, mais il y a déjà tellement de salons qui font des défrisages. Tellement de salons qui font des tissages. Ouais. Donc on vient là où on a besoin de nous. Mais c'est absolument pas un jugement parce que je sais à quel point c'est une telle lutte d'être qui on est. Comme tu dis, déjà être femme noire. Donc défrisez-vous les cheveux, quoi, je comprends. Non, vraiment, je comprends parfaitement. Oui, merci beaucoup pour ce débat très intéressant et la conférence qui a précédé. Dans Madame Smeralda, ma question serait plutôt d'ordre historique, de manière rétrospective. Comment on pourrait expliquer, ou qu'est-ce qui explique le fait que, donc, d'une part aujourd'hui, vous faites le constat de la domination du modèle, enfin d'un modèle dominant, qui mènerait les femmes afrodescendantes à ne pas assumer ou à renier le côté naturel de leurs cheveux. Mais du fait qu'il y a eu cette déportation, le fait qu'il y ait dans les Caraïbes, c'est le sujet et le lieu géographique de votre étude, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui explique alors... Ça, c'était Côte d'Ivoire. Hein? Pardon? Mon étude, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, entre autres. En tout cas, vous avez parlé... Oui, en tout cas, ma question est de savoir qu'est-ce qui fait que ça n'a pas perduré, en fait, cette tradition, ce côté artistique,
voilà, qui était très fort. Donc, certaines personnes sont parties, mais d'autres sont restées. Pourquoi ça a été perdu? Et quel a été le cheminement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve en Afrique, principalement, à être dominé par un autre modèle? Mais je vous l'ai expliqué, c'est le temps de l'Africain, le temps culturel, il était au service du temps économique de la plantation et que l'esclavisé travaillait de 4 heures du matin à 10 heures du soir et que les coiffures africaines sont longues, ont besoin de temps. C'était un lieu, un temps pour éduquer les enfants, se raconter l'histoire du village, les généalogies. Le temps de la coiffure qui était long avait été mis à profit par les Africains pour créer toute une dynamique culturelle. Ce temps-là, il est perdu sur les plantations parce que le maître, déjà dans un premier temps, ne donne pas d'accessoires. Ne donne pas d'accessoires à ses esclavisés. Et deuxièmement, il ne leur permet pas de prendre son temps à lui puisqu'il les a achetés. Et pour se faire beau, bien, etc. Et puis, ça sert dans un environnement où on sait, on a une nation, on appartient à un groupe qui a des repères. Mais quand on a mélangé des Africains qui viennent de partout, vous comprenez, une espèce de melting pot, voilà, c'est vraiment douloureux de raconter ça dans le détail. Mais je parle de ceux qui sont restés en Afrique. Mais ceux qui sont restés ont été colonisés. Hein. Les champs de caoutchouc au Congo, oui, les champs de cacao, ça a aussi été une forme Absolument. où les gens ont été réduits quasi en esclavage dans leur propre pays. Et ensuite, il y a aussi le concept de modernité occidentale, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi finalement, comme ils ont organisé les sociétés africaines de post-coloniales ont été organisées par les Occidentaux. Regardez le rôle que la France joue, par exemple en Afrique. Il n'y a rien que les Africains n'arrivent à faire d'eux-mêmes. La France est sur leur dos, matin, midi et soir, leur impose des canons, leur banque, leur monnaie, leur système politique, la démocratie par-ci, par-là, etc., etc. Les Africains sont victimes de cette domination infernale de laquelle ils ne sortent pas. Donc il faut que nous regardions comment on socialise aussi. Les manuels scolaires sont réalisés par les Occidentaux. La France écrit les manuels scolaires dans les universités. Encore aujourd'hui. Nos gens sont éduqués par des enseignants occidentaux qui leur passent leur modèle. L'histoire des Africains que les Africains ne connaissent pas est écrite par les Blancs, par le chasseur. D'accord? Donc c'est important qu'on regarde tout ça pour qu'on ait une vision un peu globale et qu'on comprenne. Je refuse qu'on fasse de l'Africain une personne qui est responsable de ses malheurs. Il est victime d'un système qu'il n'a pas vu venir, qu'il n'a pas prévu, avec lequel il n'a pas compté et qui s'est soumis à lui matin, midi et soir de manière de plus en plus violente et dans laquelle il est Comment voulez-vous sortir d'un système qui vous a appris à parler une langue, vous ne savez plus les vôtres, à vous présenter esthétiquement, vous ne savez plus avoir vos repères, à organiser votre société, vous avez perdu les vôtres, la vôtre. C'est-à-dire que ce qui nous manque, c'est une culture sociologique puissante, forte, qu'on ne nous permet pas d'avoir ni en Afrique, ni dans les Caraïbes, parce que ça dérange le modèle. On comprendrait trop. On mettrait en cause le colonisateur et son système mortifère et ça pose des problèmes à la domination. Voilà. Et je crois que c'est elle qui donne. Oui, oui. Oui. Pour rebondir, il y a eu beaucoup... On m'entend ? Oui, un peu plus fort. Il y a eu beaucoup d'hésitation autour du terme cheveux naturels. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas de cheveux décolonisés, par exemple ? C'est pas un mot qui serait accepté ? C'est intéressant. Simple, ça vient que maintenant. Je crois qu'on va changer la tagline chez Tribu Urbaine. Non, je crois que le corps, l'Africain, le corps noir, a un corps normal comme tout le monde. Allez lui mettre maintenant un système de décolonisation sur la tête, c'est trop. Le cheveu noir, c'est un cheveu ulotриche. Laissez-le vivre et laissez la société se décoloniser. Allons décoloniser la société pour que le cheveu ulotриche soit libre de vivre sa vie. Je pense
on va considérer ça comme le mot de la fin. Hein, parce que surtout, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est simplement aller prendre un petit verre à l'extérieur. Pendant ce temps, Nadine va s'installer. Elle a déjà une sculpture capillaire qui est prête. Une autre qui sera en préparation. Donc, vraiment, ne partez pas. Restez par ici. Prenez un verre et puis revenez vous balader par ici pour regarder la performance de Nadine en live. Voilà. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir aussi le résultat de l'illustration de notre artiste.